Que ressentez-vous lorsque vous pensez à votre mère? De la chaleur, ou un poids inconscient, un poids indéfinissable? Sachez-le, si vous vivez des schémas relationnels répétitifs, si vous avez le sentiment de ne pas être à la hauteur de ceux que vous aimez, ou si vous devez constamment faire vos preuves, ce n'est pas un hasard. Selon Carl Jung, aucune blessure n'est indépendante de la mère. Et faire face à cette vérité pourrait bien être l'expérience la plus difficile, mais aussi la plus libératrice de votre vie. Regardez jusqu'au bout, car cette vidéo vous révélera quelque chose que personne ne vous a jamais dit aussi clairement. Chacun de nous naît d'une relation, et cette relation est celle avec la mère. Alors que nos yeux ne sont pas encore habitués à la lumière, que notre langue n'a pas encore appris à former des mots, que notre corps cherche à comprendre le monde, notre âme, elle, a déjà commencé à apprendre. Suis-je en sécurité? Suis-je digne d'être aimé? Quelqu'un viendra-t-il me consoler quand je pleurerai? Sera-t-il là quand j'aurai besoin de quelqu'un? Ces questions ne vous sont pas posées, vous ne passez pas de test conscient pour y répondre. Mais les réponses s'inscrivent dans votre corps et votre esprit chaque jour, à chaque contact, chaque regard, chaque silence, chaque son. Et selon Jung, cette empreinte forme les couches les plus profondes de l'inconscient. Ces couches se forment sitôt que, quoi que vous construisiez par-dessus par la suite, lorsque ces fondations vibrent, toute la structure vacille. Votre mère était peu, être aimante, toujours présente, vous serrant dans ses bras, accourant vers vous quand vous pleuriez, et ses yeux pétillaient à vos rires. Mais peut être inconsciemment, une condition se cachait-elle derrière cet amour. Tu seras aimé si tu es sage. Peu, être cela n'a-t-il jamais été dit, mais c'était ressenti. Votre mère était peu, être froide, émotionnellement distante, physiquement présente, mais sans regard interrogateur. Vous ressentiez une tension dans son corps quand vous la serriez dans vos bras, et votre jeune esprit ne comprenait pas pourquoi. Peu, être votre mère vous a-t-elle tout donné? S'est-elle sacrifiée? A-t-elle travaillé jour et nuit? A-t-elle tout abandonné pour vous? Mais ce faisant, vous a-t-elle inconsciemment enseigné ceci? Pour aimer, il faut se détruire. Peu, être vous a-t-elle tellement conditionné, guidé, façonné pour faire de vous un bon enfant que vous avez arraché des morceaux de vous-même pour les lui offrir, sans savoir par quoi les remplacer. Et quoi qu'il en soit, sachez-le, cet héritage agit en silence. Il ne fait aucun bruit, il ne se manifeste pas, il ne vous étiquette pas en disant « ça vient de ta mère », mais il se fait entendre dans chaque relation, dans chaque conflit, dans chaque moment de doute. Pourquoi ai-je réagi comme ça? Dans ce vague vide que vous ressentez au réveil chaque matin, dans cette insatisfaction persistante après chaque succès, cet héritage silencieux est là, poursuivant son œuvre. Jung a étudié cela pendant des années, a travaillé avec ses patients, s'est tourné vers lui-même et a constaté ceci: les schémas psychologiques les plus profonds d'une personne sont souvent nourris par les traces laissées par la relation mère-enfant. Il ne s'agit pas d'une accusation, ni contre votre mère, ni contre vous. C'est une vérité crue et honnête sur le fonctionnement de la psyché humaine. Les mères portent elles aussi leurs propres blessures, les carences, les peurs et les façons d'aimer héritées de leur propre mère. Parfois, malgré les meilleures intentions, on laisse des cicatrices profondes. Mais ignorer cette vérité coûte plus cher que de la voir, car ce que vous ne voyez pas continue de vous contrôler. Ce que vous ne pouvez nommer continue d'exercer un pouvoir sur vous. Et au fil des années, des changements de relations, de ville et de travail, vous réalisez à quel point ces premiers enseignements sont encore vivants en vous. Vous recherchez toujours la validation, mais plus auprès de votre mère, mais auprès de votre patron, de votre partenaire, de vos amis. Vous vous demandez encore, suis-je à la hauteur? Non plus dans la chambre d'enfant, mais dans les salles de réunion, lors de moments fragiles dans vos relations, dans le calme du matin, lorsque vous vous regardez dans le miroir. Cela ne signifie pas que votre enfance est terminée. Cela signifie que l'enfant vit encore en vous et que vous n'avez pas encore appris à vous délester du fardeau qu'il porte. C'est pourquoi Jung affirme que le chemin de l'individuation, le chemin vers votre véritable moi, implique inévitablement de se confronter à cette première relation. Non pas en fuyant, mais en regardant. Non pas en blâmant, mais en comprenant. Non pas en effaçant, mais en transformant. Cette transformation est longue. Elle exige de la patience et du courage. Mais pour commencer, une seule chose suffit. Reconnaître que cet héritage silencieux existe, ici et maintenant. Et reconnaître, ce n'est pas capituler. Reconnaître, c'est voir la vérité telle qu'elle est et pouvoir lui dire « Oui, cela existe, cela est en moi ». Car vous comprenez que vous ne pouvez porter que ce que vous nommez, que vous ne pouvez vous délester que de ce que vous voyez. Cet héritage silencieux est puissant tant qu'il reste dans l'ombre.
Jung ne faisait pas seulement référence à la mère biologique lorsqu'il parlait de « mère », et comprendre cela peut être l'étape la plus cruciale de ce cheminement. Car beaucoup pensent « ma relation avec ma mère était bonne, donc cela ne me concerne pas », ou à l'inverse « ma relation avec ma mère était terrible, donc je suis déjà fichu eux ». Ces deux pensées vous laissent au même point, là, bas, dans un monde invisible, où le véritable mécanisme demeure. Ce que Jung entendait par là est bien plus profond et bien plus personnel. Une figure maternelle intérieure que vous portez en vous, formée progressivement au fil des années, parfois en coïncidence avec votre mère biologique, parfois non. Jung appelait cela l'archétype maternel. Et cet archétype peut être bien plus puissant que votre mère biologique, car il n'est pas extérieur, il est intérieur, présent à chaque instant, que vous soyez éveillé, ou endormi, seul, ou entouré. Et votre mère biologique vieillit, change, et peut être loin, peut être n'est plus de ce monde. Mais l'image maternelle en vous ne vieillit jamais, ne change jamais, jusqu'à ce que vous décidiez de la voir et de la transformer. Réfléchissez-y. Comment vous sentez-vous lorsqu'on vous critique? Ressentez-vous une soudaine angoisse, une boule dans la gorge? Éprouvez-vous immédiatement le besoin de vous défendre? Ou au contraire, vous repliez-vous sur vous-même? Vous coupez-vous complètement du monde, souhaitant devenir invisible? Ou peut-être paraissez-vous calme, mais une tempête fait rage en vous, et pendant des heures, voire des jours, cette critique continue de vous tourmenter? Cette réaction ne vient pas du moment présent. Elle remonte à bien plus loin. Elle remonte à l'instant où votre mère, ou plutôt l'image de votre mère en vous, vous a jugé suffisant ou insuffisant, acceptable ou inacceptable. Et ce moment n'a jamais été verbalisé. N'a-t-il pas été exprimé explicitement? Était-ce juste un regard, juste un silence, juste le fait de quitter la pièce? Mais votre jeune esprit a reçu ce signal, l'a interprété et l'a intériorisé. Depuis ce jour, chaque critique déclenche la même question. Suis-je à la hauteur? Et vous continuez à chercher la réponse à l'extérieur de vous-même. Chez votre partenaire, vos amis, vos réussites, vos goûts, votre reconnaissance, votre approbation. Mais la réponse que vous cherchez n'y est pas, car la question est en vous. Jung l'a très bien compris. Les gens passent leur vie à chercher ailleurs, chez les autres, ce qu'ils n'ont pas reçu de leur mère. Si vous n'avez pas reçu de chaleur humaine, vous vous attachez excessivement aux personnes chaleureuses. Et lorsqu'elles deviennent froides, votre monde s'écroule. Si vous n'avez pas reçu de reconnaissance, vous essayez constamment de faire vos preuves. Et lorsqu'un jour vous n'êtes pas apprécié, vous éprouvez une colère disproportionnée ou vous vous effondrez intérieurement. Si vous n'avez pas connu l'amour inconditionnel, dans chaque relation, vous êtes confronté à cette question. M'aime-t-il? Elle vraiment? Où va-t-il? Elle me quitter un jour? Ce ne sont pas des faiblesses. Ce sont des manifestations d'une soif inconsciente. Et cette soif, sans que vous vous en rendiez compte, façonne l'ensemble de vos relations. Qui vous approchez, qui vous évitez, la durée de vos relations, le moment où vous y mettez fin, celui où vous vous accrochez excessivement, tout cela est déterminé par l'image de votre mère intérieure. Je vous pose la question. Rencontrez-vous toujours des personnes qui ressemblent à votre mère? Tombez-vous amoureuse encore et encore de quelqu'un qui porte en lui la froideur de votre mère? Ou bien retrouvez-vous le côté contrôlant de votre mère chez votre partenaire, vos amis ou votre patron? Ce n'est pas un hasard. C'est une projection de l'image de votre mère intérieure. Jung appelle cela une projection. Ce qui est non résolu à l'intérieur est projeté à l'extérieur, et vous essayez de le résoudre de l'extérieur. Mais la solution n'est pas à l'extérieur. Elle ne l'a jamais été. La vérité est la suivante. Sans affronter, voir, comprendre et transformer l'image de votre mère intérieure, quels que soient les changements que vous apportez à l'extérieur, quelles que soient les apparences, les mêmes schémas émotionnels vous rattraperont, car ces images sont vos lunettes. Et tant que vous regardez à travers ces lunettes, le monde vous paraîtra identique. Enlevez ces lunettes, voir le monde tel qu'il est, c'est précisément là que commence l'individuation, dit Jung. Car l'image maternelle en vous n'est pas un ennemi. Vous n'avez pas à l'effacer ni à la détruire. Cette image vous a autrefois protégé. Quand vous étiez petit, elle vous a aidé à comprendre le monde, vous a appris où vous étiez en sécurité et où vous étiez en danger. Cela a fonctionné alors. Mais cet enfant a grandi. Vous avez maintenant d'autres options, d'autres ressources, un autre type de pouvoir. Et ce que vous devez faire maintenant, c'est dire à cette ancienne image de vous-même « Merci, tu m'as protégé, mais maintenant je suis là. Maintenant, c'est moi qui choisis.
Cela ne se fait pas instantanément, ce n'est pas un processus qui s'achève en un seul instant de prise de conscience. Mais à chaque instant d'observation, à chaque question, d'où vient cette réaction? Cette transformation progresse. Et chaque étape vous rapproche un peu plus de vous-même. L'un des concepts les plus puissants et troublants de Jung est celui de l'ombre, et sa compréhension peut transformer radicalement votre relation à vous-même. L'ombre représente tout ce que l'on vous a fait croire ne pas faire partie de vous, non pas des choses mauvaises, laides ou inacceptables, notez bien cela, mais simplement des choses refoulées, rejetées, reléguées dans l'obscurité avec ces mots « tu n'es pas comme ça », votre colère, vos besoins, vos limites, vos frustrations, votre jalousie, votre ambition, votre vulnérabilité, parfois même votre joie la plus pure, vos désirs les plus profonds. Tous ces aspects, à un moment donné, se sont heurtés au message, consciemment ou inconsciemment, que ceci est inacceptable, et vous les avez enfouis, profondément enfouis, parce que vous vouliez continuer d'être aimé, vous vouliez rester en sécurité, et c'est là que le lien profond entre la relation mère-enfant et l'ombre se révèle. Une grande partie de votre ombre est directement liée à ce que votre mère, ou la personne qui vous a élevé et façonné à cette époque, a accepté et rejeté. Réfléchissez-y, que se passait-il lorsque vous vous mettiez en colère étant enfant? Quand tu as crié, quand tu as réagi, quand tu as dit « je ne veux pas ça », qu'as-tu trouvé en retour? As-tu entendu « tais-toi, les filles ne crient pas comme ça » ou « les garçons ne pleurent pas, ne fais pas le faible » peut être quelque chose de plus doux, mais tout aussi profond. « Tu me bouleverses, regarde-toi, je vais tomber malade à cause de toi » peut être que cela n'a jamais été dit, mais le visage de ta mère a changé, son regard s'est glacé, elle a quitté la pièce. Et toi, avec ton petit esprit qui n'avait pas encore pleinement appris le langage, tu as appris ceci. Ce sentiment est dangereux. Ce sentiment me laisse un sentiment de solitude. Ce sentiment me laisse seul. À ce moment-là, tu as enfoui ta colère. Tu as enfoui ton besoin. Tu as étouffé ta voix. Tu voulais pleurer, mais tu ne l'as pas fait. Tu voulais crier, mais tu es resté silencieux. Tu voulais dire non, mais tu as dit oui. Et tu as répété cela tellement de fois qu'au bout d'un moment, tu as même cessé de ressentir ces émotions. Du moins, c'est ce que tu croyais. Car ce qui est enfoui ne disparaît pas. Jung l'a dit à maintes reprises, de différentes manières. Ce que l'on refoule dans l'inconscient se renforce, grandit et finit tôt ou tard par refaire surface, souvent au moment où l'on n'y est pas préparé et sous une forme méconnaissable. Cela se manifeste par des accès de colère incontrôlés. Un petit événement de la journée suffit à déclencher une colère disproportionnée et l'on se reproche alors « Pourquoi ai-je réagi ainsi ?» Ou à l'inverse, on ne ressent plus rien. On devient insensible. On se dit « C'est ma nature, je ne suis pas émotif », alors qu'il ne s'agit pas d'un trait de caractère, mais d'un mécanisme de défense. Ou alors, le corps se met à parler. Fatigue chronique, douleurs inexpliquées, tension constante. L'ombre cherche à s'exprimer hors du corps lorsque l'esprit la rejette. Et la forme la plus insidieuse, mais aussi la plus destructrice, peut être celle-ci, la voir chez les autres. Projeter sa propre ombre sur l'extérieur. Observer une colère excessive chez autrui et en être dégoûté, alors que cette colère est aussi en vous, simplement refoulée. Voir une addiction chez quelqu'un et la juger, alors que vous aussi avez des addictions, sous des formes différentes, percevoir une faiblesse chez autrui et être incapable de la tolérer, alors que cette faiblesse est aussi en vous, dissimulée sous une carapace de « je dois paraître fort », est une forme de projection. Jung appelle cela une projection, et il affirme que ce à quoi vous réagissez le plus intensément est souvent le reflet de votre propre ombre. C'est une vérité dérangeante, mais c'est aussi une clé incroyablement libératrice. Car si ce que vous voyez à l'extérieur est à l'intérieur, vous pouvez vous tourner vers l'intérieur au lieu d'essayer de changer l'extérieur. Et nous en arrivons maintenant à la question la plus cruciale. Comment votre mère joue-t-elle un rôle si central dans la formation de votre ombre? Parce qu'elle a été votre première autorité en matière d'acceptation ou de rejet. Son regard a été votre premier miroir. Ses réactions ont déterminé quelle partie de vous était montrable et lesquelles étaient cachées. Si votre mère craignait sa propre colère, elle craignait la vôtre et vous a inconsciemment appris que votre colère est dangereuse. Si elle n'a jamais exprimé ses propres besoins, elle a peu être interprété l'expression des vôtres comme de l'égoïsme. Si elle était perfectionniste, vos erreurs sont devenues une source de honte. Il ne s'agit pas d'un acte de sabotage conscient,
mais d'une chaîne invisible et innommable, transmise de génération en génération. Pour briser cette chaîne, il faut d'abord la voir. Voir son ombre n'est pas de la haine de soi, bien au contraire. C'est se réapproprier toutes les facettes de soi-même. Cette colère vous appartient, ces besoins vous appartiennent, cette vulnérabilité vous appartient. Et lorsque vous vous les réappropriez, vous entamez l'intégration. Jung appelle cela l'intégration. Sans intégration, quels que soient vos efforts, quels que soient vos succès, ce sentiment de fragmentation intérieure ne disparaîtra jamais. L'une des vérités les plus troublantes dont parlait Jung est de celle qui vous serre le cœur lorsqu'on l'entend pour la première fois. Une blessure non cicatrisée cherche quelqu'un pour la guérir. Autrement dit, votre inconscient tente de recréer cette première relation douloureuse, sans cesse, avec différentes personnes, dans différents contextes, sous différentes apparences, mais avec le même noyau émotionnel. Pourquoi? Parce que l'inconscient veut achever ce qui est inachevé. Il veut clore ce qui est resté ouvert. Il y a quelque chose dans cette première blessure, avec votre mère, ou la marque qu'elle a laissée sur vous, qui n'est pas pleinement résolu, pas pleinement ressenti, pas pleinement compris, et votre inconscient reconstruit la scène sans cesse pour la résoudre. Cette fois, il espère un dénouement différent. Cette fois, il espère être aimé. Cette fois, être approuvé. Cette fois, être jugé suffisant. Cette fois, ne pas être abandonné. Freud appelait cela la compulsion de répétition, mais Jung l'abordait dans une perspective beaucoup plus large. Les schémas inconscients se répètent jusqu'à leur intégration, non seulement dans les relations, mais aussi dans les choix, les réactions et les schémas de vie. Pour briser ce cycle, il faut d'abord le reconnaître. Alors, en toute honnêteté, regardez-vous. Y a-t-il un schéma émotionnel récurrent dans votre vie? Tombez-vous toujours amoureux du même type de personne? Vos relations se brisent-elles toujours au même moment? Vivez-vous toujours le même conflit, avec des personnes différentes? Vous perdez-vous toujours au même moment, même sentiment d'impuissance, même question? Pourquoi toujours moi? Ce n'est pas un hasard. C'est la blessure originelle que votre inconscient vous présente sans cesse, toujours non guérie, mais sous des apparences différentes. Réfléchissez. Si votre mère était émotionnellement indisponible, froide, distante, ce schéma en vous est codé ainsi. L'amour devrait être quelque chose qu'on recherche, qu'on mérite, qu'on gagne. Et votre inconscient vous présente des personnes qui correspondent à ce schéma, ce qui vous les rend familières. Lorsque vous rencontrez quelqu'un d'émotionnellement présent, chaleureux et rassurant, vous pouvez vous sentir ennuyeux ou trop facile. Mais face à une personne inaccessible, distante, qui vous laisse constamment dans l'incertitude, vous ressentez cette tension familière, cette attirance familière. Cette attirance n'est pas de l'amour, c'est le murmure inconscient. Cette fois, ce sera différent. Cette fois, tu seras aimé. Et cela se termine toujours par la même douleur. Prenons un autre exemple. Si votre mère était contrôlante, s'immisçant dans tout, vous dirigeant constamment, alors soit vous vivez exactement la même chose avec votre partenaire, votre patron, et vous vous repliez spontanément sur vous-même, soit, à l'inverse, vous avez tellement peur d'être contrôlé, que vous ne laissez personne s'approcher de vous. Vous gardez vos distances dans toutes vos relations, vous évitez de vous engager pleinement. Ces deux réactions proviennent de la même source. Ce sont deux reflets différents de cette vieille blessure. Et le cycle le plus courant et le plus invisible peut être celui-ci, celui de la nécessité constante de faire ses preuves. Vous travaillez plus dur, vous accomplissez davantage, vous produisez plus, vous donnez plus, mais la voix intérieure ne se tait pas. Tu n'es toujours pas à la hauteur, dit-elle. Vous atteignez un objectif, vous ressentez un bref soulagement, puis cette voix recommence. Car ce que vous recherchez vraiment, ce n'est pas le succès. Ce que vous recherchez, c'est que ce succès vous fasse enfin dire « tu es assez ». Mais cette validation ne vient pas de l'extérieur. Cette voix est intérieure, et aucun succès extérieur ne peut combler durablement ce vide intérieur. Jung l'affirme clairement. La validation extérieure ne guérit pas la blessure intérieure. Elle ne fait que la masquer temporairement. Et lorsque le voile tombe, la blessure est toujours là. Peut être un peu plus profonde, peut être un peu plus rougie, mais toujours là, toujours en attente. Posons-nous maintenant la question suivante. Pourquoi ces cycles sont-ils si puissants? Pourquoi ne suffit-il pas de simplement dire « je ne recommencerai plus » parce que ces schémas opèrent bien en deçà de la conscience. Vous prenez des décisions rationnelles. Vous vous dites « cette fois, j'agirai différemment ». Vous suivez peu, être une thérapie. Vous lisez peu, être des livres. Et pourtant, vous vous retrouvez au point de départ, parce que l'inconscient agit beaucoup plus vite et beaucoup plus puissamment que l'intention consciente.
Vous êtes confronté à une situation, et avant même de commencer à réfléchir, votre corps a déjà réagi. Votre estomac se noue, votre respiration se coupe, votre voix change. Ces réactions automatiques sont les manifestations instantanées de ces vieux schémas inconscients. Et les modifier ne se fait pas par simple volonté. Il faut d'abord les observer, puis les comprendre, et enfin, patiemment, faire des choix différents, encore et encore. Rompre ce cycle n'est pas une révélation soudaine. Rompre ce cycle, c'est choisir d'être un peu plus attentif chaque jour, de respirer profondément à chaque déclencheur et de se demander « Est-ce que cela va arriver maintenant ou bien plus tôt ?» Chaque choix de ce type dessert un maillon de ce cycle, lentement, mais sûrement. Nous en arrivons maintenant à la véritable question, celle qui représente peut être le tournant le plus crucial de ce cheminement. Comment guérir? Comment se libérer de ces cycles? Comment transformer cette image maternelle en soi, cette ombre, cette compulsion à répéter les mêmes schémas? Et c'est là que réside le plus grand piège, l'erreur la plus courante et la plus destructrice. Soit blâmer sa mère, soit l'exonérer complètement. Deux extrêmes, deux échappatoires, qui mènent toutes deux au même point. Blâmer sa mère, c'est lui donner tout le pouvoir. Se dire « je suis comme ça parce qu'elle était comme ça », c'est remettre entre les mains du monde extérieur le pouvoir nécessaire au changement. Tenter d'exonérer complètement sa mère, se dire « elle a fait de son mieux, elle était bien intentionnée », ce serait ingrat de se plaindre. C'est ignorer sa blessure, la refouler, et l'on connaît déjà le sort de tout ce qui est refoulé. La voie enseignée par Jung se situe en dehors de ces deux voies et exige beaucoup plus de courage. La confrontation n'est pas dirigée contre votre mère, mais contre l'image maternelle en vous. Il s'agit de voir cette image, de l'accueillir, de comprendre ce qu'elle vous a appris, ce qu'elle vous a interdit, quelle part de vous elle a enfouie dans l'obscurité, quelle croyance elle a ancrée en vous, quel réflexe émotionnel elle a automatisé. Ce n'est pas un procès, c'est une fouille archéologique, une fouille de votre propre être intérieur. Et à chaque fouille, à mesure que vous descendez plus profondément, vous vivrez des moments où vous vous direz « Ah, alors ça vient de là ». Ces moments sont douloureux, vraiment, profondément douloureux. Mais Jung dit « Éviter la douleur l'amplifie, l'affronter la transforme ». Et concrètement, que signifie cette transformation? Premièrement, apprenez à observer vos réactions. La prochaine fois que vous êtes déclenché lorsque votre partenaire dit quelque chose, qu'un ami vous critique, qu'un collègue vous ignore, arrêtez-vous. Quelques secondes suffisent, une simple respiration suffit pour commencer. Demandez-vous, cette réaction provient-elle du moment présent ou d'un souvenir beaucoup plus ancien? Vous n'avez pas besoin de connaître la réponse immédiatement. Se poser la question est déjà une prise de conscience en soi, car elle crée un espace entre la réaction automatique et l'observation consciente. Et cet espace est le germe de la liberté. Deuxièmement, autorisez-vous à ressentir vos besoins. Cela paraît simple, mais c'est incroyablement difficile en pratique, car au fil des années, vous avez appris que vos besoins sont dangereux. Autorisez-vous à ressentir votre colère. Autorisez-vous à ressentir votre tristesse. Autorisez-vous à ressentir votre fatigue. Autorisez-vous à ressentir votre vulnérabilité. Avant de dire « je ne devrais pas me sentir comme ça », dites simplement « je le ressens ». Observez l'émotion sans jugement. Où la ressentez-vous dans votre corps, dans votre poitrine, votre estomac, votre gorge? Si vous deviez lui donner une couleur, laquelle serait-elle? Ces exercices peuvent sembler enfantins, mais ils permettent aux émotions refoulées de remonter à la surface et d'être traitées. Et les émotions qui ne peuvent être traitées s'accumulent dans l'inconscient, alimentant ainsi des cycles de dépendance. Troisièmement, essayez de voir votre mère comme un être humain. C'est être l'étape la plus difficile. Parce que, enfant, votre mère n'était pas un être humain à vos yeux. Elle était un univers, une force, une autorité. Mais maintenant que vous êtes adulte, vous pouvez voir, elle aussi était un être humain. Un être humain imparfait, blessé, portant les carences, les peurs et les mécanismes de défense hérités de sa propre mère. Être n'ont-elles jamais été aimées inconditionnellement. Être n'ont-elles jamais intégré leur part d'ombre. Être n'ont-elles jamais reçu de leur mère ce qu'elles ne pouvaient vous donner. Il ne s'agit pas de les absoudre, mais de les humaniser. Et cette perspective commence à vous libérer de leur emprise. Car on ne peut combattre un mythe, une figure cosmique toute puissante, mais on peut comprendre une personne blessée. Et la compréhension précède le pardon, et parfois, elle est même possible sans pardon. Quatrièmement, réappropriez-vous les fragments de votre ombre. Votre colère refoulée vous appartient. Vos besoins enfouis vous appartiennent. Votre voix réduite au silence vous appartient.
Votre honteuse vulnérabilité vous appartient. Les accepter, les intégrer, c'est l'essence même de ce que Jung appelait l'individuation. Lorsque vous vous réappropriez ces fragments de vous-même, vous cessez de les projeter sur les autres. Vous ressentez moins de projection et une connexion plus authentique dans vos relations. Et peut être le plus important. Cinquièmement, soyez patiente avec vous-même. Il y aura des moments, durant ce cheminement, où vous serez en colère contre vous-même, en vous demandant « Pourquoi est-ce que je continue à faire la même chose ?» Il y aura des moments où vous retomberez dans vos vieux schémas, où vous vous retrouverez pris dans le cycle. Au cœur de toute la psychologie de Carl Jung, de toute son œuvre, de toute sa vie, se trouve un seul but, l'individuation. Autrement dit, atteindre son véritable soi. Mais il est essentiel de clarifier un point immédiatement, car une mauvaise compréhension du concept d'individuation peut mener à des impasses. S'individuer, ce n'est pas rompre avec sa mère, ce n'est pas l'effacer de sa vie, ce n'est pas ériger un mur infranchissable contre elle. S'individuer, c'est mettre fin à son emprise inconsciente sur soi, intérieurement, silencieusement, résolument. Et cette nuance change tout, car beaucoup pensent être émancipés de leur mère. Ils ont déménagé, pris leur distance, peut-être même ne se sont-ils pas parlé depuis des années. Mais cette voix intérieure continue de les parler, la voix de leur mère, la voix qui dit « Tu n'es pas assez bien », la voix qui dit « Tu es égoïste », la voix qui dit « Ne fais pas d'erreur, tu auras honte ». La distance physique n'est pas synonyme d'indépendance émotionnelle, et l'individuation n'est pas une séparation physique, mais une séparation psychologique, spirituelle et intérieure. Posons-nous maintenant cette question, qu'est-ce que le vrai soi? Pas la personne que votre mère souhaite que vous soyez, pas celle que la société attend de vous, pas celle que vos peurs vous retiennent, pas celle que vous avez façonnée pour obtenir l'approbation des autres. Votre vrai soi, c'est vous, existant dans toute votre complexité, avec votre lumière et votre ombre, avec vos moments de force et vos moments de vulnérabilité, avec votre joie et votre colère, avec vos succès et vos échecs. Vous, dans votre globalité, avec tout cela. Jung dit, l'individuation n'est pas la perfection, c'est l'intégration. Et une personne intégrée n'est pas une personne sans défaut, c'est une personne consciente de ses propres parts d'ombre, qui les porte en elle et qui est en paix avec elle. Ce chemin est semé d'embûches, et personne ne devrait vous le promettre. Sur ce chemin, vous vivrez des moments où vous réaliserez que ce que vous pensiez être pendant des années n'était en réalité qu'une construction sociale. Vous vous apercevrez que ce que vous pensiez apprécier n'était en réalité qu'un effort pour plaire aux autres. Vous réaliserez que nombre de vos affirmations « je suis comme ça » étaient en fait « j'ai appris à être comme ça ». Cette prise de conscience est d'abord déstabilisante. On a l'impression que le sol se dérobe sous nos pieds. La question « qui suis-je donc ?» plane dans le vide. Mais Jung dit « c'est là que commence le véritable voyage ». Car on ne peut faire place à son vrai soi sans se défaire du faux soi. Ce choc n'est pas un effondrement, c'est un éveil. Et après cet éveil, lentement, petit à petit, ce qui vous appartient vraiment commence à émerger. Ce que vous aimez vraiment, ce à quoi vous tenez vraiment, ce que vous avez vraiment envie de dire, les relations que vous souhaitez vraiment construire. Ce ne sont peut-être pas des choses que votre mère aurait approuvées. Ce ne sont peut-être pas des choses que la société attend. Ce sont peut-être même des choses que vous n'avez pas pu vous avouer pendant des années, mais elles vous appartiennent. Et ce qui est authentique est toujours plus fort que ce qui est faux. Dans le processus d'individuation, la relation avec la mère se transforme elle aussi, mais cette transformation vient de l'intérieur, non de l'extérieur. Quand on cesse d'essayer de changer sa mère, quand on cesse d'attendre une réaction différente de sa part, quand on cesse d'espérer qu'elle finisse par nous voir, quelque chose se relâche en nous. Quand cette attente, cette soif, cet espoir que, un jour elles comprennent, disparaissent, une étrange liberté s'installe, une liberté mêlée de tristesse, car lâcher prise implique toujours un deuil. Faire le deuil d'une mère absente, d'une relation impossible, d'un amour impossible à donner, c'est une étape inévitable et nécessaire du processus. Et ce deuil n'est pas une faiblesse. Ce deuil est une preuve d'honnêteté. L'honnêteté de voir la vérité telle qu'elle est et de l'accepter. Maintenant, je veux vous dire ceci, et écoutez attentivement. Ce que vous avez reçu ou non de votre mère n'est pas votre destin, c'est votre point de départ. Et le point de départ ne détermine pas la destination, il détermine les choix que vous ferez en chemin. Chaque instant de conscience est un choix. Chaque fois que vous vous arrêtez pour respirer profondément lorsque vous êtes perturbé, c'est un choix. Chaque fois que vous vous demandez « D'où vient cette réaction ?» c'est un choix.
Chaque fois que vous vous autorisez à répondre à vos propres besoins, c'est un choix. Chaque fois que vous posez des limites, chaque fois que vous dites non, chaque fois que vous n'évitez pas un contact authentique, ce sont autant de pas sur le chemin de l'individuation. De petits pas silencieux, presque invisibles, mais chacun d'eux vous rapproche un peu plus de vous-même. La vie de Jung témoigne également de ce cheminement. Lui aussi a exploré ses propres ténèbres, affronté son ombre, porté l'image de sa mère et l'a transformée. Il a consacré des années, des décennies, à comprendre ce cheminement et à aider les autres à le percevoir. Car il savait ceci: lorsqu'une personne trouve son vrai moi, ce n'est pas seulement elle qui guérit. Les chaînes qu'elle porte ne sont pas transmises à la génération suivante. Et c'est peut être le plus beau cadeau pour soi-même et pour les générations futures. Écrivez en commentaire « Je retrouve mon vrai moi ». C'est un engagement. L'engagement est le terreau de la transformation. Ceci conclut cette vidéo. Si vous souhaitez nous soutenir financièrement, vous pouvez devenir membre en cliquant sur le bouton « Rejoindre ». Merci.